Voilà, donc autre service, autre couleur avec C3S, le service sur le changement climatique. Donc là, un grand merci à Carlo Buontempo, qui est le directeur de C3S, au Centre européen, CNWF, et comme pour CAMS, donc un très grand nombre d'équipes au sein du Centre européen, mais également distribuées en Europe pour fournir l'ensemble de ces services. Donc, comme pour le service atmosphère, le service changement climatique est l'un des 6 services thématiques de Copernicus et fournit l'ensemble de ces données complètes, libres et gratuitement. Donc, tout ce que je présente aujourd'hui, vous pouvez ou vous pourrez y accéder. Alors, C3S, les chiffres, donc C3S a été créé en 2015, donc il a un historique qui est moins long que les autres services comme le service atmosphère ou le service marine de Copernicus. Néanmoins, il s'est développé extrêmement rapidement parce qu'il y a évidemment aujourd'hui un besoin croissant et très important de données climatiques. Aujourd'hui, vous voyez ici la distribution des utilisateurs dans le monde et j'ai mis cette carte pour montrer que ces données sont encore trop peu utilisées en Afrique. Il n'y a que 4%, un peu moins de 4% des utilisateurs des données C3S situés en Afrique. Pour autant, il y a énormément de besoins sur la connaissance du changement climatique au niveau africain et au niveau national africain. Donc, il y a un grand potentiel pour utiliser les données Copernicus et C3S en particulier. Donc, C3S a un nombre extrêmement important d'utilisateurs. On a dépassé déjà il y a plusieurs mois la barre des 300 000 utilisateurs directement inscrits. On estime à plusieurs millions les utilisateurs finaux qui sont touchés par les données. Donc, vous voyez, entre CAMS et C3S, c'est un petit peu différent. CAMS a beaucoup moins d'utilisateurs directs, mais probablement beaucoup plus d'utilisateurs finaux, parce que ces données climatiques, elles vont pas nécessairement intéresser tout le monde. Il n'y a pas forcément des applications sur smartphone pour donner des informations de dernière minute sur le climat. Le succès le plus important de ces 3S, c'est vraiment d'avoir démocratisé l'accès aux données climatiques. À ce jour, il y a eu plus de 800 millions de requêtes servies au travers du Climate Data Store et 170 pétabytes de données. C'est plus que les données satellitaires, tout l'ensemble des données satellitaires de Copernicus. Donc, il y a vraiment énormément de données qui ont été produites par ces 3S, en particulier dans les jeux de données importants. Ici, vous voyez le sigle ERA5. Donc, ERA5, c'est la réanalyse climatique dont je vais parler, qui est un produit unique au monde. Juste pour donner un exemple, l'article scientifique qui décrit ERA5, c'est l'article dans toutes les géosciences le plus cité. Ce qui veut dire que ERA5 est utilisé par tout un ensemble de gens qui s'intéressent à la météorologie et au climat, mais également à la biodiversité, mais également à la santé, un nombre très très important. Donc, c'est, je dirais, le joyau de la couronne de ECNWF, mais également de Copernicus. Alors, voilà, le slide d'après ne va pas passer. Voilà, oups, voilà. Donc, quelles sont les données qui sont fournies par ces 3S? Il y a des données sur le passé. Alors, les données sur le passé, c'est à la fois des jeux de données d'observation, donc qui sont traités, mis ensemble par ces 3S, souvent d'ailleurs issus de projets précurseurs qui sont financés par l'Agence spatiale européenne, par l'ESA, donc livrer des jeux d'observation. Le produit clé, c'est notamment la réanalyse, c'est d'utiliser toutes ces observations avec un modèle similaire à celui utilisé pour la prévision du temps pour fournir une série temporelle très longue, comme je l'ai montré pour la chimie atmosphérique, mais encore plus longue pour ce qui est du climat, puisque le jeu de données ERA5 va jusqu'au début des années 1950. Donc ça, c'est pour le passé et le présent. Et ensuite, sur le futur, ce que fournit ces 3S, c'est des données de prévision saisonnière pour le moment, avec des extensions jusqu'à l'échelle décennale. Et puis également, il fournit un accès plus simple aux projections climatiques qui sont faites dans le cadre du GIEC. Alors, en termes d'observation, pour rentrer un petit peu dans le détail, le GICOS, qui est une organisation qui dépend de l'Organisation météorologique mondiale, a défini un certain nombre de variables climatiques essentielles qui sont les variables qui permettent de suivre
en détail l'évolution du climat. Donc, le climat change beaucoup plus que par l'évolution de la température de surface, la température à 2 mètres. Il y a beaucoup de paramètres qui changent. Et GECOS a défini ces paramètres pour les différents compartiments, qu'il s'agisse de l'atmosphère, des surfaces continentales, de la cryosphère ou des surfaces océaniques avec des paramètres physiques et puis des paramètres chimiques ou biologiques. Ce que vous voyez sur ces petits, alors je n'aurai pas le temps de rentrer dans le détail, mais les petits ronds qui sont en vert, ce sont les données satellites, les données climatiques essentielles qui sont possible de mesurer par satellite. Donc, ce sont celles en vert qui sont déjà qui sont déjà fournies par ces 3S. Après, il y a les petits disques qui sont en jaune. Ce sont des variables qui ne sont pas directement disponibles par les données satellitaires directement, mais ils sont disponibles en utilisant, en plus des données satellitaires, la modélisation numérique et donc la réanalyse. Donc, vous avez ces ronds jaunes, donc ils sont disponibles aujourd'hui, et ces 3S travaillent à étendre ce chiffre vers les disques qui sont en rouge, donc un plus grand nombre de choses. Et ce que vous voyez, c'est que, in fine, la plupart des disques ont une couleur, et donc ces 3S devraient être capables de donner une vision avec une mise à jour très, très fréquente de l'évolution de ces différents paramètres qui vont alimenter des informations et des bulletins mensuels et annuels dont je vais parler dans la suite. Ce qui est très important dans ces 3S, c'est la prise en compte de données anciennes et de la capacité à prendre de plus en plus de données au fur et à mesure de la façon dont elles se sont développées. Alors, pardon, il y a une petite animation ici qui montre que dans les années 40, en fait, il y a assez peu de données, des données in situ et en surface et en altitude. Et puis progressivement, avec l'arrivée des satellites, il y a de plus en plus de données, jusque dans la période moderne, où on a toute une gamme, je vais le rejouer à nouveau, toute une gamme d'informations qui sont disponibles et qui font que la réanalyse est de meilleure en meilleure qualité grâce à l'ensemble de ces données qui sont disponibles, qui deviennent disponibles au cours du temps, au fur et à mesure du déploiement des satellites et parfois de certains systèmes de mesure in situ également. Ce que fait ces 3S aussi, et ça c'est très important pour l'ensemble du monde, c'est d'aider à la collecte et la récupération des observations anciennes. Donc il y a beaucoup de données encore qui sont manuscrites, qui sont disponibles dans des cahiers ou qui sont disponibles dans des formats de données qui sont obsolètes. Et donc ces 3S a travaillé beaucoup sur la sauvegarde d'un certain nombre de ces données, ce qui fait que pour réaliser la nouvelle réanalyse, donc là je parle de RA5, la réanalyse qui est disponible, on est en train de préparer une nouvelle réanalyse. En fait, il y a beaucoup plus de données qui ont pu être ajoutées sur un certain nombre de parties du monde, quelques-unes en Afrique. C'est pas l'Afrique où il y a eu le meilleur incrément, mais de façon incrémentale, en fait, ces efforts permettent d'augmenter beaucoup les observations qui sont disponibles pour les réanalyses. Alors, les réanalyses globales et régionales, qu'est-ce qui est disponible? Donc, au niveau global, on a la réanalyse ERA5, donc, qui couvre l'ensemble du monde avec une résolution horaire, donc, ce qui est une très, très bonne résolution, et une résolution spatiale de 30 km depuis 1940. Donc, c'est une archive extrêmement utile pour savoir comment le climat a évolué sur les 80 dernières années. Et donc, parce que cette réanalyse a tout un ensemble de paramètres météorologiques, mais également surface, océanique, de pouvoir reconstituer l'histoire du climat, au moins sur les 80 dernières années. Pour ce qui est de la surface, on a un jeu de données qui est à plus haute résolution, à 9 km, donc, qui tourne de façon après la réanalyse météorologique et qui permet pour certaines applications qui en ont besoin, notamment sur l'étude de l'évolution des surfaces continentales, d'avoir cette résolution accrue, donc 9 km globale, et donc de fournir des informations, notamment pour l'agriculture, et j'aurai une slide sur ça plus tard. Et également sur deux domaines d'intérêt particulier pour l'Europe. L'Europe
continentale, mais également la zone arctique, il y a des réanalyses qui ont été faites à encore plus haute résolution. Un exemple d'utilisation de ces données, c'est un produit qui a été basé sur ERAS-5 pour soutenir les questions d'agriculture et de sécurité alimentaire. Donc, c'est à partir de ERAS-5, il y a ce qu'on appelle une correction de biais qui a été faite à l'aide des prévisions opérationnelles et un grillage qui a été fait à une résolution de 0,1 degré par 0,1 degré, c'est-à-dire à peu près 10 km par 10 km, la période depuis 1979 et qui est mise à jour régulièrement avec un délai d'une semaine. Donc, vous avez la situation jusqu'à la semaine passée. Et donc, il y a 22 variables d'intérêt direct pour les applications agricoles, température, moyenne, min-max, précipitation, le rayonnement global, les moyennes quotidiennes de vapeur d'eau et de vent et l'humidité relative à différents moments du jour. Donc, c'est un des développements qui a été fait sur la base d'ERAS-5, en l'occurrence par l'Université de Wageningen aux Pays-Bas, qui en fait est réutilisé par un grand nombre d'utilisateurs, notamment la FAO, World Cereal ou le OpenEO. Un autre exemple d'application en aval d'ERA5, de la réanalyse, c'est ce qu'a fait l'IRENA, l'Agence internationale pour l'énergie renouvelable, qui a regardé notamment l'analyse du potentiel solaire et éolien en Afrique, avec ici une publication que je vous invite à consulter pour avoir plus d'informations sur comment, sur à la fois les profils quotidiens et saisonniers pour la ressource solaire et la ressource éolienne. C3S, c'est aussi des activités sur la connaissance du climat. Et donc, C3S a ouvert récemment un service qui s'appelle Climate Pulse. Donc, si vous allez sur le site web de C3S, climate.copernicus.eu, vous pourrez aller, il y a un lien vers le Climate Pulse. Et ce qui est intéressant avec Climate Pulse, c'est que c'est des données entièrement interactives pour regarder deux paramètres pour le moment, la température de l'air et puis la température de mer, et pouvoir à la fois faire des graphiques particuliers sur une zone d'intérêt de façon interactive et également de récupérer les données de façon très très simple. Donc c'est un système qui vient d'être développé et qui va s'étendre pour permettre de couvrir plus de variables et donner vraiment un accès le plus simple possible à ces informations. C'est un besoin en fait qui est venu notamment des journalistes. Il y a de plus en plus de journalistes qui utilisent les données C3S pour les bulletins climatiques à l'échelle mensuelle ou à l'échelle annuelle. Et donc, ce nouvel outil, en fait, permet de répondre aux besoins de 90% des journalistes qui demandaient des figures spécifiques sur tel ou tel domaine ou des données spécifiques sur tel ou tel domaine. Donc, je vous invite vivement à jouer un peu avec Climate Pulse pour voir ce dont il s'agit. Et puis C3S, on passe maintenant vers le futur avec les prévisions et les projections. Donc, c'est à la fois des données numériques et des produits graphiques. Le premier produit important, c'est les prévisions saisonnières. Donc, ce que fait C3S pour les prévisions saisonnières, c'est de mettre ensemble l'ensemble des prévisions saisonnières disponibles dans le monde entier, donc avec des prévisions qui sont faites par des centres européens comme Météo France, Météofis, le Deutsche Wetterbund ou le CMCT, mais également utilisent les prévisions saisonnières qui sont faites en dehors d'Europe par les Américains, la NOAA, l'agence météorologique japonaise, GMA, le Canada, et on a juste un accord avec l'agence météorologique australienne pour rejoindre ce système de prévision saisonnière. Donc, c'est extrêmement important pour l'Afrique, évidemment, parce que les prévisions saisonnières sur l'Afrique sont de bonne qualité, contrairement aux latitudes extratropicales. Et donc, d'avoir cet ensemble de l'ensemble des prévisions saisonnières du monde disponibles, non seulement comme données graphiques, mais également comme données numériques, c'est quelque chose de potentiellement très, très intéressant, aussi avec tout un ensemble d'informations sur la qualité des données, de chaque système en particulier et de l'ensemble des systèmes mis tous ensemble.
Donc voilà quelques exemples des choses qui sont fournies. Donc là, il y a une prévision pour les 6 mois qui viennent sur une zone dans le Pacifique équatorial, la boîte El Niño 3.4. Et ce que l'on voit, c'est que pour l'ensemble des modèles, donc on voit une bascule progressive au cours des 6 prochains mois vers des conditions plutôt froides. Donc on bascule du El Niño, la situation El Niño dans laquelle on arrive dans une situation neutre et on va passer dans une situation de La Niña opposée. Et il y a tout un ensemble de choses qui sont faites ici à partir des études de téléconnexion entre El Niño, La Niña et différents phénomènes qui se passent en Europe ou en Afrique. Donc, ce que fait ensuite en termes de projection décennale et à long terme C3S, c'est de s'appuyer sur ce qui est fait pour les rapports de l'IPCC et notamment les exercices CMIP qui sont organisés par le programme de recherche mondial sur le climat. Donc C3S, en fait, fournit l'accès à des données qui ne sont pas calculées par C3S, mais qui sont disponibles. Souvent, ces données sont disponibles et un peu difficiles à utiliser pour les utilisateurs parce que les formats ou la façon dont ils sont accessibles sont plus adaptés aux chercheurs qu'à l'ensemble des utilisateurs. Et donc, C3S démocratise cet accès à la fois aux prévisions climatiques globales, également à des prévisions régionales qui sont faites dans le cadre des exercices Cordex, et puis de façon croissante aussi donne accès à des prévisions décennales, donc sur les 10 prochaines années, qui sont encore expérimentales, mais qui sont intéressantes à regarder également par les utilisateurs. Ce qu'a fait C3S, c'est de travailler avec l'IPCC pour continuer à développer un atlas interactif qui permet d'accéder à ces données de projection en sélectionnant des régions, etc. Donc également, vous pouvez accéder à ceci à partir du site web C3S pour vraiment utiliser et faire certains calculs sur l'ensemble des données, qu'il s'agisse de projections futures ou de données passées avec le jeu de données ERA5. Ce que C3S, comme CAM, ça a beaucoup d'activités pour interagir avec les utilisateurs et des activités de formation. Les activités de formation qui sont organisées par C3S, elles ont différents types. Il y a d'une part, on a un contrat cadre qui nous permet de fournir des sessions de formation, également de matériel, des ressources, comme des Jupyter Notebook à nouveau, qui est de plus en plus un outil un peu universel pour permettre aux utilisateurs, à partir d'un exemple, de construire des applications pour elles. On a également, comme le programme dont parlait Linda, des séances de formation de formateurs. Et donc, on est en train de mettre en place une cohorte de formateurs capables de parler dans différentes langues et de présenter l'ensemble des produits C3S. Et enfin, C3S commence à développer des mini-MOOC pour fournir des formations sur l'utilisation de certaines des données ou sur les données les plus utilisées, cette fois-ci avec un objectif de servir le public le plus large. Donc, pour conclure, avec les perspectives, une des perspectives importantes de C3S, et je finirai avec cette slide, c'est un accès modulaire à des informations sur ce qu'on appelle l'attribution, c'est-à-dire pouvoir dire rapidement si un phénomène météorologique extrême est favorisé ou aurait pu intervenir en l'absence de changement climatique. Donc, C3S fait ça en fournissant des informations détaillées sur chaque type d'événement et donc de permettre, si ce n'est l'attribution, au moins de mettre les événements météorologiques extrêmes dans le contexte du changement climatique. Il y a également des éléments pour regarder si c'est en cohérence avec les projections climatiques pour la période actuelle.
et puis tout un ensemble de produits, notamment utilisant l'intelligence artificielle pour aider à répondre à cette question qui se pose immédiatement dès qu'il y a un phénomène extrême aujourd'hui. Les journalistes viennent vers nous, tendent le micro pour dire, mais est-ce que ce phénomène extrême et aurait pu arriver dans un climat pré-industriel. Et donc, ces 3S travaillent beaucoup sur ce sujet en ce moment. Voilà, merci. Vous avez mon adresse email et également l'adresse email de Carlo Buendapro, qui est le directeur de C3S, pour répondre aux questions. Mais on a une petite plage, j'imagine, de temps pour répondre en direct aux questions sur C3S. Merci. Tout à fait. Tout à fait. Bon, merci beaucoup pour cette présentation très, très riche. On voit que bon, il y a beaucoup de développements qui sont effectués pour vraiment exploiter toute cette mine de données satellitaires pour mieux comprendre le changement climatique, mieux le prévoir et surtout bon, les impacts vis-à-vis des phénomènes extrêmes. Et je vois qu'on a une question de Monsieur Mustapha Farah qui demande s'il est possible de faire des prévisions météorologiques avec Jupyter Notebook afin de faire une animation en temps réel. Voilà, je ne sais pas si Monsieur Mustapha Farah veut poser la question en direct pour clarifier ou clarifier son besoin. N'hésitez pas à intervenir. Alors peut-être je peux répondre. Bon, les Jupyter Oui. Notebook, c'est juste une interface qui permet effectivement d'interagir avec les données de façon scriptée et simple. Alors les produits Copernicus qui sont libres et gratuits sont plutôt sur le passé. Donc ce que vous pouvez faire facilement, c'est rejouer ce qui s'est passé sur les quelques derniers jours. Pour ce qui est des prévisions météorologiques, certaines de ces prévisions météorologiques, en particulier par le Centre européen, sont disponibles. Ça ne fait pas partie de Copernicus, mais elles sont disponibles et elles peuvent être exploitées, notamment avec des Jupyter Notebook qui sont un moyen. Alors, le Jupyter Notebook, c'est juste un moyen intégré et relativement simple d'interagir avec les données et effectivement de faire soit des graphiques fixes ou de faire des animations. Et après, il suffit de brancher le tuyau des données qui correspondent. Mais prévision météorologique, ce n'est pas Copernicus, mais un grand nombre, et notamment le CMWF de centres en Europe et dans le monde fournissent des prévisions météorologiques qui peuvent être exploitées avec des Jupyter Notebook. Très bien, bah, merci pour la réponse. Je pense qu'elle répond. Ah, il y a un peu de... Oui, allô. Ah, allez-y, Euh, il y a un peu de Larsen, mais allez-y, on vous entend. Oui, bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. Voilà, j'ai deux questions à poser. Très Oui. bien. La première, j'aimerais savoir comment bénéficier de cette formation de façon plus approfondie parce que c'est ma première fois de participer. Je trouve ça intéressant et j'aimerais quand même avoir plus. Parce que je travaille dans une société, je suis au Sénégal, qui Mhm. fait le suivi des céréales, notamment le riz. Et D'accord. là aussi, nous a parlé de réanalyse. J'aimerais savoir quand ils font la réanalyse, est-ce que réellement c'est les données qui ont été utilisées qu'on traite encore d'une autre manière pour faire la réanalyse ou bien c'est d'autres données de d'autres satellites qu'on utilise pour faire une comparaison avec les données qu'on avait traitées auparavant. Je ne sais pas si vous avez saisi ou si je dois reprendre les questions. Non, non, non. En fait, la réanalyse, l'idée de la réanalyse, c'est de faire un. Donc, bien sûr, en temps réel, quand on fait la prévision météorologique, on fait des analyses. Et pour les analyses, on peut attendre que de l'ordre de 3 heures pour que les données nous arrivent et puissent être utilisées pour faire la photo à l'instant zéro, qui est le départ de la prévision. Maintenant, il peut y avoir des problèmes sur les satellites, sur les transmissions de données. Certaines données satellitaires sont des données recherche et donc elles ne sont pas produites en temps réel. Et donc, l'idée de la réanalyse, c'est de rejouer toute une période passée et d'utiliser un plus grand nombre d'observations satellitaires que celles qui sont utilisées en temps réel. Celles qui sont utilisées en temps réel peuvent être réutilisées, mais très souvent, la réanalyse est supérieure à ce qui avait été fait en temps réel parce que, il y a plus de données. Et également, pour ce qui est du passé, notre modèle numérique de prévision météorologique qu'on utilise pour la simulation, il évolue tous les 6 mois ou tous les ans, il est amélioré. Et quand on fait une réanalyse, on utilise la dernière version du modèle pour retraiter des données qui peuvent remonter aux années 40, 50 ou 70.
Donc, ça veut dire que ça permet de faire le meilleur jeu de données possible pour des applications comme l'agriculture en particulier. Oui. Ok, c'est clair. Et Voilà. maintenant, pour la deuxième question, comment pouvoir bénéficier d'une formation approfondie sur l'utilisation des produits de Copernicus? Alors, il y a plusieurs éléments. Pour ce qui est, je réponds juste pour ce qui est de C3S ou CAMS. Donc, si vous allez sur le site web C3S ou CAMS, dans les formations, il y a régulièrement des formations qui sont offertes. Beaucoup sont en ligne, donc pas besoin de venir en personne pour parfois des formations thématiques ou générales. Et en tout cas, on a un support aux utilisateurs. Et donc, si vous avez des besoins particuliers, il se peut que ce sont des besoins qui sont exprimés en fait par beaucoup de monde. Et donc, dans ce cas-là, on met en place, on regarde en fait le feedback des utilisateurs pour mettre en place des formations spécifiques soit sur un produit particulier, soit sur une utilisation particulière pour un domaine comme l'agriculture. J'ai montré un exemple d'application, mais donc il y a beaucoup de choses sur l'agriculture. Le point de départ, c'est vraiment notre site web. Mais il y a également d'autres activités, et peut-être Linda peut compléter. Oui, tout à fait. Donc, nous, on a aussi développé des supports de formation qui sont disponibles sur une plateforme digitale. Donc, si vous nous envoyez une lettre de motivation avec un curriculum vitae, on pourra vous donner accès à la plateforme pour que vous puissiez voilà, visualiser les supports de formation. Il y a des exercices aussi qui sont associés à ces supports. Et puis aussi, on peut fournir de l'assistance pour voilà, répondre à des questions. En attendant qu'on soit à nouveau en mesure de délivrer ces formations en temps réel. Pour l'instant, voilà, les supports, ils sont développés et donc ils sont accessibles. J'ai donné mon adresse mail tout à l'heure dans le chat, mais je peux la recopier. Et donc là, on demande c'est une plateforme où les personnes qui se connectent vont utiliser les supports de façon autonome. C'est une plateforme d'auto-apprentissage. Voilà. Ok, d'accord, merci.